Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur un sujet qui nous touche beaucoup tous ici aux États-Unis, le credit score. Donc, Adrien Hérault du cabinet USA France Financial, on va passer aujourd'hui une petite heure ensemble à discuter de ce sujet, mais cette conférence est possible aujourd'hui grâce à Washington Accueil et à Olivier qui est avec nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer la présentation, je vais laisser Olivier peut-être dire un petit mot. Merci USA France Financial Group de nous permettre d'avoir fait la publicité de votre événement sur notre site. En quelques mots, nous sommes un accueil français pour les populations francophones. Il n'y a pas que des Français. D'ailleurs, on a quelques Américains à Washington qui sont des membres et ce sont généralement des francophiles. Donc, on est un accueil de la ville de Washington avec pas mal d'activités. Des activités dans le domaine, par exemple, du job networking, où on aide les gens à trouver du travail, et différents clubs, que ce soit de la marche, de l'escalade, de la cuisine, des meet-up. Et donc, si vous êtes résident dans la communauté de Washington, c'est-à-dire le Marineland, le District of Columbia et la Virginie, je vous invite à venir visiter le site. Pour certains, vous êtes certainement inscrits par notre site. Donc, merci encore à USA France et Financial Group. Et je laisse la parole à Adrien pour ce sujet très intéressant dont Adrien va nous donner les secrets. Merci Olivier. Alors, pour vous présenter, avant de rentrer aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler credit score. Mais avant de rentrer dans le vif de la présentation, peut-être un petit mot sur le cabinet, USA France Financial Group. On est un cabinet de gestion privée ici aux États-Unis. On s'est vraiment spécialisé dans l'accompagnement de la communauté française, franco-américaine, qui est installée ici aux États-Unis. Et notre objectif, c'est d'être capable de vous accompagner dans la plupart de vos problématiques financières, que ce soit les problématiques de placement, investissement, également l'aspect fiscalité, retraite et protection familiale. Alors aujourd'hui, ensemble, on va se focaliser sur une des questions qui nous revient souvent, qui est le credit score. On va suivre l'histoire de Catherine et voir ensemble toutes les questions que Catherine se pose pour optimiser son credit score. On commencera par parler des bases. Important. Qu'est-ce que le credit score finalement? Comment est-ce que ce credit score est calculé? On parlera ensuite des facteurs clés qui l'impactent. Et ensuite, bien sûr, la question que tout le monde se pose, comment l'améliorer et maintenir un très bon credit score. Alors, pour commencer, les bases. Ici, on voit Catherine qui se demande qu'est-ce que c'est que ce fameux credit score. Alors, le credit score, c'est simple, c'est un chiffre. C'est un chiffre, on le voit à l'écran, qui varie entre 300 et 850. Et ce chiffre, il permet quoi? Il permet à un prêteur, tout simplement, que ce soit une banque ou autre, à un prêteur, en un clin d'œil, de savoir, entre guillemets, d'évaluer, entre guillemets, si vous êtes un bon emprunteur ou non. Donc finalement, en regardant ce chiffre, il va pouvoir, entre guillemets, si on prend l'image de placer le dossier, placer le dossier sur le haut de la pile si vous avez un très bon score, donc il se rapproche vers 850 ou pas, si le credit score se rapproche de 300. Qui est-ce qui utilise ce credit score? Eh bien, très simple, ça va être pour les prêts, c'est ce dont on entend le plus parler, que j'achète un bien immobilier par exemple, également on va acheter une voiture, à chaque fois que je vais devoir demander un crédit finalement, eh bien on va regarder mon credit score. Mais il faut savoir que c'est pas seulement, il impacte aussi un exemple plus concret auquel moi j'ai été confronté. La location, si demain, pour les personnes qui arrivent aux États-Unis, par exemple, qui ont été en contrat d'expatrié ici, avec leur société qui leur met à disposition un bien immobilier, et puis qui, au bout de quelques années, se disent ok, j'ai envie de changer. Et bien là, la personne, l'agence immobilière va vous demander votre credit score. Et en fonction de votre note, on aura des conditions
plus ou moins, hein, notamment au niveau du dépôt de garantie, on aura des conditions plus ou moins attrayantes. Les assurances également utilisent le crédit score. Vos employeurs, dans certains cas, utilisent le crédit score également. Donc, quelles sont les implications et ce chiffre, à quoi est-ce qu'il correspond? On voit ici, on a repris un tableau, on l'a vu ensemble, il y a différentes catégories. Entre 300 et 550, on est vraiment considéré comme très bas. Ici, ça va être compliqué d'avoir du crédit. Et si on en a, potentiellement, les taux d'intérêt ne seront pas très intéressants. Il y aura des conditions extrêmement strictes. On voit que c'est le cas jusqu'à 750, où là, on passe dans la catégorie bon, très bon, excellent, où là, eh bien, forcément, à partir de ce score-là, on aura bien sûr les meilleures conditions financières par rapport à l'institution avec laquelle on demande du crédit. Alors, qui utilise ce crédit score? Alors, on va parler prêteur, propriétaire, assureur, fournisseur, employeur. Mais un point important ici, c'est de se dire, ok, très bien, mais comment est-ce qu'ils utilisent ce crédit score et comment est-ce qu'il est calculé? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que le crédit score, c'est la résultante d'un rapport qui s'appelle le Credit Report. Donc, ce Credit Report, on va analyser tout votre historique de paiement et de dette. C'est vrai, quand on est français, c'est quelque chose de complètement différent. Moi, je suis passé à travers ça. En France, lorsque on veut avoir un crédit, qu'on fait évaluer notre situation financière, on va vers une banque et puis on lui dit, bah voilà, regardez, j'ai été un bon épargnant. Hein, j'ai bien mis de côté tous les ans, vous pouvez voir, je gagne tant, voilà mes bulletins de salaire, sur les 3 derniers bulletins de salaire, voilà mes comptes, donc vous pouvez voir que je suis capable de mettre de côté. J'ai donc cette capacité à rembourser un crédit. Ici, aux États-Unis, c'est différent. Hein, aux États-Unis, on va regarder votre capacité à rembourser. Hein, donc, on va faire ce credit report, on va analyser à chaque fois, par exemple, que vous prenez un téléphone et que vous donnez votre numéro de sécurité sociale, vous prenez un crédit pour la voiture, vous donnez votre numéro de sécurité sociale, location d'appartement, vous donnez votre numéro de sécurité sociale américain, Social Security Number. Et bien, à chaque fois, tous ces paiements, carte de crédit, etc., tous ces paiements sont reportés au sein de votre report. Et c'est ce report qui va pouvoir dire, eh bien, Catherine, elle a toujours fait ses paiements. C'est une excellente emprunteuse. Elle a cette capacité à rembourser. Lorsqu'elle prend un crédit, elle ne le prend pas de façon, entre guillemets, folle. Elle est capable, elle sait qu'elle est capable de le rembourser. Donc ça, c'est très important. On va établir le credit report qui va nous permettre d'évaluer le risque. Et puis derrière, savoir au banquier si oui ou non, il vous attribue un prêt et dans quelles conditions. J'ai changé de slide. Très bien. Alors, une question ici, c'est qui sont finalement ces entreprises qui calculent notre credit report? Il y en a 3. Les 3 les plus connus, vous les avez à l'écran. C'est Equifax, Experian et TransUnion, qui sont connectés justement, qui vont aller collecter toutes ces informations et qui vont ensuite créer les rapports et les diffuser. Ici, quelque chose de très important, ces 3 agences, on le verra un peu plus tard, vous donnent le droit, une fois par an, de façon complètement gratuite, à avoir accès à votre credit report. Ce sera une des recommandations, mais comme on est dans le sujet, je vous conseille fortement, tout le temps, de le faire chaque année. Un peu comme quand on fait ses taxes, eh bien, une fois par an, on fait un petit point au minimum sur son credit report. C'est très important. Qu'est-ce qu'ils regardent, quels sont les principaux facteurs qui vont impacter ça? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. On dit, ok, très bien, Adrien, bon, je sais maintenant, j'ai mis 3 agences qui vont chercher les informations, qui vont créer un rapport. Ce rapport me donne une note, et cette note me permet d'avoir du crédit. Très bien. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Quels sont les facteurs qui vont vraiment impacter? Alors, on aura l'historique de paiement, bien sûr. Ça va de soi. Est-ce que j'ai fait tous mes paiements en temps et en heure? Combien est-ce que j'ai de crédit, finalement, aujourd'hui? Combien est-ce que je dois? Quels sont les soldes de mes crédits? Depuis combien de temps est-ce que j'ai des crédits?
et on verra ensemble que le plus long, le mieux ici, quelque chose d'un peu contre-intuitif. Combien je fais de demandes de nouveaux crédits sur une année et quel type de crédit j'utilise. Ça, c'est vraiment les 5 points clés. On verra ensemble un peu plus tard comment est-ce que ces 5 points impactent votre crédit score. Pourquoi? Parce que généralement, on se dit, OK, moi, ces 5 points, je vais les optimiser. Il faut savoir que ces 5 points-là n'ont pas le même poids dans votre note. L'historique de paiement, et ça va revenir souvent au sein de cette présentation, mais l'historique de paiement, il est clé. Ici, un paiement manqué aura un impact dévastateur sur sa note de crédit. Alors, on y reviendra un peu plus tard sur vos options pour ne pas avoir de ratés à ce niveau-là, mais sachez que c'est 35% de votre note. Donc ici, surtout, ne pas se rater. 2, c'est le taux d'utilisation. Alors ici, on dit, OK, Adrien, taux d'utilisation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça s'affaire plus aux cartes de crédit ici. Vous savez, sur une carte de crédit, on vous ouvre une ligne de crédit. Par exemple, vous avez une carte de crédit avec une banque qui vous a dit que vous avez la possibilité de dépenser jusqu'à 5 000 $. Eh bien, si vous utilisez 5 000 $, votre taux d'utilisation est de 100%. Okay. Donc, le taux d'utilisation, c'est vraiment en fonction de ce qui m'est octroyé, et plus particulièrement sur les cartes de crédit, combien est-ce que j'utilise. Deuxième point, l'ancienneté et le nombre de lignes de crédit. Alors ici, c'est vrai que là, en tant que Français, encore une fois, c'est quelque chose qui peut paraître parfois contre-intuitif. Généralement, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, alors le moins j'ai de crédit, le mieux c'est. Bah faux. Pourquoi? Ici, il faut encore se mettre dans la peau du prêteur. Le prêteur, quand il va regarder votre dossier, il va regarder votre historique de paiement, donc est-ce que vous avez toujours fait vos paiements? Ok, fine. Est-ce que vous utilisez beaucoup de crédit? Fine. Mais maintenant, il va regarder combien, sur toute votre historique, combien est-ce que vous avez eu de crédit, remboursé ou pas. Et ici, plus il a de data, par exemple, admettons que vous ayez on va prendre le cas de 2 personnes, admettons que Catherine, elle a un score de 800 et elle a ouvert peut-être 5 cartes de crédit, elle a une auto, une location d'appartement, et son score est de 800. Donc, super situation, très bon score, beaucoup de On a perdu Thierry. Oui, Adrien. Adrien is back. Ah non. Est-ce que tout le monde m'entend? Allô, allô? Oui, oui, Adrien, on t'entend. Ok. Parfait. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, ça a coupé quand tu étais sur effectivement les incidents. Oui, tout à fait. Non, le nombre de crédits, tu parlais du nombre de crédits qu'on a et ça a coupé à ce moment-là. Son historique de crédit. Tout à fait. Désolé, je reviens du coup sur le sujet. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été enlevé de la salle. Alors, du coup, ce que je disais, effectivement, le nombre, plus vous avez de lignes de crédit, et bien sûr, qui sont toujours remboursées sans utiliser, sans avoir un taux d'utilisation fort, le mieux c'est. Pourquoi? Parce que le plus de data à votre
le banquier, par exemple, qui va essayer de voir si vous êtes un bon emprunteur ou pas. Donc ici, ça peut être contre-intuitif par rapport à ce qu'on connaît, nous, en France, hein, mais ça, c'est phase importante, c'est quand même 15% de notre note ici aux États-Unis. Alors attention, un petit bémol, je reviendrai dessus un peu plus tard. Après, est-ce que ça veut dire que demain il faut faire plein de demandes il faut faire ouvrir plein de lignes de crédit pour avoir une super note? Non, non, surtout pas. Hein. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. On le verra un peu plus tard. Autre chose qui impacte fortement votre note, hein, c'est du coup c'est pour ça que je mettais ce petit bémol, c'est les nouvelles demandes de crédit. Hein, et là, plus en un an, plus vous avez de demandes de crédit, plus le banquier va se dire oulala, attention, 6 demandes, enfin par exemple 3 cartes de crédit ouvertes, le banquier il se dit attention, cette personne a peut-être besoin du crédit pour vivre. Donc, hop, petit downgrade sur la note. Et puis enfin le type de crédit. Hein, alors j'en parlais un peu tout à l'heure avec mon exemple sur Catherine. Hein. Catherine qui avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, eh bien, ses cartes de crédit, son prêt auto, de la location. Enfin, elle avait plusieurs types de crédit. Ben, ici, encore une fois, ça joue en sa faveur. Parce que si je compare Catherine à Paul qui avait que 3 cartes de crédit, eh bien, même chose, hein, en tant que prêteur, lorsque je regarde le dossier de Catherine, il y a à la fois plus de lignes, mais il y a également de la diversité au sein des lignes de crédit. Donc, eh bien, elle a cette super note, ce 800, elle a de la diversité, elle fait bien ses remboursements, et donc, bah, forcément, ce sera ce qu'on appelle les A-client, et ce sera elle qui aura le meilleur taux. Alors, on va changer de slide. Parfait. Alors, l'utilisation du crédit. Alors ici, maintenant, qu'on a vu que c'était important, comment est-ce que ça fonctionne? Alors on entend souvent tout à ce sujet, et là-dessus, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je reprends mon exemple d'une personne qui aurait une carte de crédit sur laquelle elle aurait une ligne de crédit de 10 000 $. Alors, encore une fois, en France, hein, peut-être certains d'entre nous avaient des cartes de crédit, enfin à débit différé en France. Vous voyez, c'est ces cartes où je peux, la banque française m'octroie peut-être 1000, 2000 € à dépenser, je dépense mes 2000 € et à la fin du mois, ils prélèvent mes fonds sur mon compte et puis tout va bien. Alors il faut faire très attention parce qu'une carte de crédit, on pourrait se dire, elle fonctionne de la même façon. Admettons que, et ça c'est la bonne practice, hein, j'ouvre ma carte de crédit avec une banque ici aux États-Unis, j'ai une ligne de 10 000 $, et immédiatement, ce qui est ma recommandation, je vais mettre en place un paiement automatique complet de ma carte de crédit tous les mois. Donc je pourrais me dire, bah, je suis bon. Carte, ça fonctionne comme une carte de débit différé. À la fin du mois, tout ce que j'ai dépensé, il le prendra de mon compte, et puis le tour est joué. Alors, c'est une bonne practice, et c'est ce que je recommande, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que si on fait cela, on a le risque, pendant le mois, d'être au-dessus des 30% d'utilisation, et donc de se mettre, entre guillemets, dans le rouge au niveau du taux d'utilisation. C'est important, ici, à la fois, pour mon utilisation du crédit, il faut bien que je fasse mes paiements tous les mois. Si je peux faire l'intégralité, c'est l'idéal, mais toujours, même au courant du mois, rester sous 30% d'utilisation. Dans mon exemple, une personne qui aurait une ligne de crédit grâce à sa carte de 10 000 $, qui peut dépenser 10 000 $ sur sa carte de crédit, si cette personne elle cherche à avoir les meilleurs scores, ma recommandation, ce serait bien qu'elle fasse quand même un suivi assez diligent de cette carte-là pour ne jamais être, à tout moment du mois, en dessus de 3 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que j'ai atteint 3 000 $, je ne peux plus utiliser ma carte? La réponse, c'est non. Si par exemple, je peux toujours, au courant du mois, faire des remboursements. Une autre question que j'ai souvent, ils me disent, Adrien, je viens de déménager, je dois acheter plein de meubles, etc. J'ai pas mal de frais. Est-ce que je peux tout payer avec ma carte de crédit et faire les remboursements immédiatement? La réponse, c'est bien sûr oui.
Encore une fois, il ne faut pas d'avoir plus de 30% sur le court moyen terme, mais si par exemple je vais je sais pas, acheter des meubles et que j'en ai pour, dans mon exemple, 7000 dollars entre les meubles, etc., est-ce que je peux payer avec ma carte de crédit? La réponse c'est oui, et après je vais sur mon compte et je fais mon remboursement immédiat, et il n'y a aucun souci, je ne serai pas impacté à ce niveau-là. Ce qui m'impacterait, c'est si je laissais, entre guillemets, traîner jusqu'à la fin du mois cette dette, où là, effectivement, il sera reporté que ce mois-ci, dans mon exemple, j'utilisais 60%, 70% à un moment de ma ligne de crédit. Et donc là, je vais perdre des points à ce niveau-là. Et encore une fois, on se rappelle tout à l'heure, 30% d'impact sur ma note. Donc ici, important, je set up des paiements automatiques pour éviter l'incident de paiement, l'oubli de paiement. Et 2, je fais une bonne due diligence pendant le mois pour m'assurer de jamais être au-dessus de 30% de la ligne de crédit qui m'est autorisée. L'ancienneté, ça j'en parlais tout à l'heure, le plus j'ai d'ancienneté, le mieux c'est. Alors ici aussi, quelque chose de très important, comment se calcule cette ancienneté? Est-ce que l'ancienneté c'est, j'ai ouvert ma première carte de crédit en 2017, donc, mon ancienneté, elle est égale à depuis 2017. La réponse, c'est non. Si j'ai ouvert ma carte de crédit en 2017, mais qu'en 2025, je n'ai rien ouvert depuis, mais en 2025, j'ai ouvert 3 autres cartes de crédit, eh bien, mon ancienneté sera la moyenne de l'ancienneté de mes lignes. Donc ici, très important, le plus on a un historique long, le mieux c'est. Faire attention aussi à ne pas trop faire de demandes pour impacter cette partie de ma note qui compte quand même pour 10%. On le voit ici, ouvrir trop de comptes rapidement va pouvoir baisser votre score. Donc, ouvrez uniquement les comptes dont vous avez besoin. Ça, c'est très important. Alors maintenant, comment améliorer et maintenir un bon crédit? Toujours payer à temps. Ça peut paraître un peu lourd de toujours répéter ça, mais vraiment c'est clé, et c'est là où on voit où par exemple, des personnes peuvent avoir des problèmes, et pas forcément volontairement, tout simplement, on oublie un mois. Donc moi, mon conseil, c'est dès qu'on ouvre une carte de crédit, dès qu'on ouvre un crédit, que ce soit le téléphone, la location, que ce soit les cartes de crédit, que ce soit la voiture, à chaque fois que je donne mon numéro de sécurité sociale sur quelque chose où je m'engage à un remboursement, je mets en place un paiement automatique drafté immédiatement de mon compte en banque. Ça, c'est extrêmement important parce qu'ici, un simple incident a un effet drastique sur votre score. Et également, si vous oubliez pendant un mois le paiement, cet effet peut être beaucoup plus permanent, et 90 jours, c'est 10 ans. Donc ici, clé de mettre en place les paiements automatiques. Si on ne peut pas faire le paiement maximum, eh bien on met le paiement minimum. Au moins, tant que je fais le paiement minimum sur ce premier point, je suis optimal, et ça compte pour 35% de votre note. Deuxième point, pour avoir amélioré son crédit, j'en ai parlé tout à l'heure, je reste en dessous des 30%. Et pas seulement à la fin du mois, je reste en dessous des 30% d'utilisation tout au long du mois, et je fais très attention à ça. Troisième point, soyez patient. C'est vrai que souvent les personnes, les messages que j'ai à la fin de cette présentation, les personnes avec qui je prends rendez-vous me disent « Ah ok, donc est-ce qu'il faut que j'aille ouvrir peut-être 2 autres cartes de crédit, que j'aille prendre un nouveau téléphone, etc. » Non. Pourquoi? Parce que vous allez impacter, on l'a vu tout à l'heure, votre ancienneté. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Ça prend du temps d'avoir un bon credit score. C'est worth it d'investir ce temps-là. Parce qu'il faut savoir... aujourd'hui, quelque chose que je n'ai pas mentionné précédemment, mais qui est extrêmement important. Si vous allez faire une demande de crédit pour un prêt immobilier, aujourd'hui, par exemple, on a un couple, une personne dans le couple a un excellent crédit score, 850, et une autre personne dans le couple a un crédit score un peu plus challenging, ou n'a pas, ou commence tout juste son crédit score. On est autour de 600, 620. Est-ce qu'ils font une moyenne des crédits scores? Non. Ils prennent le plus mauvais pour déterminer les conditions du prêt qu'ils vont vous octroyer. Donc ici, important, on construit son crédit score, on le construit dans le temps.
et faire très attention parce qu'un mauvais crédit score peut avoir un impact important sur vos futurs achats ou demandes de crédit. Vérifiez vos rapports aussi. Ici, moi, je recommande toujours d'utiliser des apps. Alors, ce n'est pas une recommandation, il y a plein d'applications qui sont très très bien. Moi, j'utilise personnellement Credit Karma. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation. Si vous avez d'autres apps que vous préférez, aucun problème. Mais le point d'utiliser ces applications, il est simple. C'est que demain, si vous avez une problématique par exemple, vous faites pirater votre social security. Ça m'est arrivé pendant il y a quelques années. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a trouvé mon social security number et a ouvert une carte de crédit en mon nom en Georgia. Je n'ai jamais allé en Georgia, j'ai mis un pied en Georgia. Et ben, grâce à Credit Karma, j'ai tout de suite vu pop-up, notification, une nouvelle carte de crédit a été ouverte, telle banque en Georgia. Bon, immédiatement, j'ai identifié que ce n'était pas moi, j'ai pu déposer une plainte au niveau de la banque qui a ouvert ça, et le problème a été réglé. Si je n'avais pas eu cette app, quand est-ce que je m'en serais rendu compte? Je m'en serais rendu comme si ce n'était pas moi qui ai ouvert la carte de crédit, que la personne qui a ouvert cette carte de crédit n'a probablement pas mis mon adresse et mes coordonnées. Je m'en serais rendu compte quand j'aurais reçu une relance, une mise en demeure pour les paiements non faits. Et donc là, parce que les banques retrouvent vite avec le Social Security Number qui a été mis mon adresse. Et donc là, j'aurais très probablement passé les 30 jours, peut-être même passé les 90 jours, donc j'aurais pu avoir un impact important sur mon crédit score. Si j'étais en train sur le projet d'acheter un bien immobilier, mon opération tombe à l'eau. Donc, une question, c'est est-ce que j'aurais pu régler cela et avoir cette carte enlevée de mon crédit score, sachant que c'est pas moi qui l'ai ouvert? La réponse, c'est oui, bien sûr, mais ça prend du temps. Donc, pendant ce temps-là, j'aurais pas pu réaliser mon projet immobilier. Donc, vraiment, avoir une application qui suit de façon daily ces nouvelles demandes de crédit qui sont ouvertes, qui suit de façon daily mon crédit score, c'est clé. C'est important et c'est un game changer. Dessus, vous aurez toutes les informations. Ils vous mettent votre utilisation, ils vous mettent votre historique, vous avez toutes ces informations-là, et c'est vraiment très, 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 très utile. Et ça vous évite d'avoir des erreurs. Une fois par an, je l'ai dit, en plus de cette application, parce que ces applications, c'est pas une application de Experian, TransUnion, etc. C'est un tiers. Donc bien, pareil, que lorsqu'on fait ses taxes, bien demander les rapports. On télécharge les rapports, ça prend une petite heure et demie, on revoit les trois, et on s'assure que tout est bon. Ici, si on voit des choses qui ne sont pas bonnes, on va contacter les compagnies pour les modifier. Et puis, comme j'ai dit, ça va avec soyez patient, modérer les nouveaux crédits, ne pas prendre trop de crédits à la fois. Également, une des recommandations que j'ai, c'est que si vous décidez d'acheter un bien immobilier, là où on a plus de questions, n'hésitez pas à ne pas faire de demande de carte de crédit cette année-là, pas faire de demande de crédit en règle générale cette année-là, pour vraiment vous présenter dans les meilleures conditions. Alors, une question qu'on me pose souvent aussi, c'est de me dire, ok, Adrien, c'est bien tout ça, mais moi, je viens d'arriver aux États-Unis, donc j'ai compris que c'était important, que c'est un game changer dans ma vie financière ici aux États-Unis, mais par contre, comment je commence? Par où je commence? Alors, ce que la plupart d'entre nous font, c'est l'option numéro 1 que vous voyez ici, c'est les cartes de crédit sécurisées. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Vous avez des compagnies aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des cartes de crédit moyennant, entre guillemets, une caution, un déposit de votre part. Et en fonction du déposit que vous faites, vous aurez accès à une ligne de crédit. Vous faites un déposit de $1000, vous avez une ligne de crédit de $1000. C'est l'outil le plus simple pour commencer. Certaines banques, quand on arrive ici aux États-Unis, vous octroient des cartes de crédit, c'est rare, mais ça arrive. En tout cas, le go-to pour tout le monde, et mon conseil, moi j'ai commencé par là, c'est les cartes de crédit sécurisées. Quand j'ai ma carte de crédit sécurisée, ça va être un travail pour vous, parce qu'on se rappelle des facteurs qui impactent mon crédit.
Si vous mettez, on ne va pas mettre 10 000 dollars de caution, hein, généralement on met 500 000 dollars de caution. Donc là, il va falloir faire attention vraiment, vraiment, parce qu'il va falloir dépenser avec cette carte de crédit pour prouver que vous êtes un bon emprunteur, mais il va falloir également rester sous les limites d'utilisation et bien faire les paiements à temps. Hein, donc c'est vrai que ça prend généralement un bon 6 mois, 1 an, avant de voir sa note qui décolle, hein, qui passe au-dessous des 700, 750. Alors, il n'y a pas de règle générale. Bon, c'était mon cas, par exemple. Je sais que c'est le cas de personnes avec qui j'ai travaillé. Hein, mais donc voilà, carte de crédit sécurisée, et pendant 6 mois, 1 an, on est vraiment hyper diligent. Il faut toujours l'être, mais à rester sous les 30% et bien faire de paiements. Deuxième option, être un utilisateur autorisé. Alors, par exemple, si vous êtes marié à un Américain, une Américaine, qui, elle, ou lui, hein, depuis tout petit, a travaillé sur son credit score, vous pouvez, ou même un ami, hein, en matière, hein, que vous connaissez, vous pouvez lui demander si il ou elle serait OK de vous mettre sur un de ses comptes. Alors ici, c'est très intéressant. Hein, pourquoi? Parce que si ça paraît alléchant, tout de suite, vous bénéficiez de l'historique de la personne. Donc, vous allez beaucoup plus vite monter dans les bonnes notes. C'est un double tranchant parce que, à la fois, si la personne ne fait pas bien ses remboursements et se retrouve dans une situation où sa note baisse, ou le compte sur lequel vous êtes autorisé ne respecte pas les critères qu'on a vus tout à l'heure, votre note va être impactée. Et vice-versa, si jamais elle vous donne accès et que vous faites les dépenses, alors ce ne serait pas forcément mon conseil, mais si c'est le cas, eh bien là, vous allez impacter vous, ça va. Donc, idéal, parce que tout de suite on a le boost, mais attention, parce que ça peut avoir un impact dans les deux sens. Généralement, cette option est utilisée par les parents. Hein, parce qu'on peut se dire, non, mais attendez, les parents, je vais ouvrir une carte de crédit à mes enfants. Ben oui. Pourquoi? Parce que pensez que lorsque vos enfants vont aller à l'école, même chose pour avoir accès à des bourses, hein, etc., faire des demandes de crédit, c'est des demandes de crédit sont faites. Qu'est-ce qu'on va regarder? Le credit score. Hein, donc pareil, pour ces enfants, c'est important de travailler le credit score dès qu'on peut le faire. Généralement, ça c'est l'option qui est la plus souvent utilisée pour les enfants. On met nos enfants sur une carte de crédit et effectivement, après, à nous de voir si on leur donne ou pas la carte de crédit, et comme ça nous permet de travailler leur score et que lorsqu'ils arrivent à ce moment-là où ils vont faire les demandes de prêt, ils aient le meilleur crédit score possible pour, au moins sur ce point-là, être dans de bonnes conditions. Débuter votre carrière, ouvrez avec modération, ça je l'ai répété plus de fois, pas trop de comptes trop vite, c'est quelque chose qui se crée dans le temps. Hein, ça va prendre 6 mois, 1 an pour monter à des bons scores, et après, ça va prendre encore plus de temps pour créer cet historique. Hein. Pré-sécuriser, ça peut vous aider à pré-sécuriser, c'est encore une fois, hein, au lieu d'avoir une carte de crédit, un prêt sur lequel vous mettez une garantie, ou quelqu'un donne sa garantie pour vous. Et ça aide à diversifier. Ça, c'est important également dans le cadre de la diversification. C'est pas ici, mais par exemple, si vous prenez un téléphone, prenez une voiture, lorsque vous louez un appartement, n'hésitez pas à donner votre Social Security Number. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on diversifie le type de crédit. On n'a pas simplement les crédits cards. C'est vrai que quand on pense crédit score, on pense à deux choses, mortgage et crédit card. Il faut savoir qu'il y a d'autres prêts que l'on utilise, par exemple un leasing de voiture, un prêt pour acheter une voiture, une location d'appartement, un téléphone portable, tous des endroits où je vais donner mon credit score et qui vont avoir un impact sur ma note positif si je fais bien les paiements à temps, puisqu'ils apporteront de la diversité dans mon type de crédit. Et enfin, j'ai American Express. Alors ça, c'est gros débat, parce que souvent, American Express, on se dit, American Express, compagnie américaine, est-ce que je peux faire transférer mon historique de paiement français aux États-Unis? Et donc, commencer avec une note de 750, 800, si par exemple, j'ai une American Express depuis 15 ans en France, j'ai toujours fait mes paiements, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Hein, le mythe, c'est un mythe. Par contre, ce qui est vrai, on le voit ici, c'est qu'American Express ne va pas vous laisser tomber.
il vous facilitera l'approbation pour des cartes American Express US. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si j'étais client de chez American Express en France pendant 15 ans et que tout s'est toujours bien passé, toujours remboursé mes cartes de crédit, donc American Express France a une complète confiance en moi, je vais pouvoir appeler American Express US ou France, ça dépendra de. Souvent, peut-être US va vous demander d'appeler France, etc. Non, commencez par US et vous leur dites voilà, j'étais client de chez American Express France pendant 15 ans. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont généralement, c'est pas une garantie, mais dans 90% des cas que j'ai vus, ils vont vous permettre d'ouvrir une carte de crédit qui n'est pas sécurisée avec une ligne de crédit qui correspondra à peu près à l'historique que vous avez eu en France. Alors, ça peut être par exemple, je viens d'arriver aux États-Unis, je contacte American Express, ils m'ouvrent une carte de crédit simple, basique, avec une ligne de crédit de 3 000, 5 000 $. Et ça, c'est en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est un game changer parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous de rester en dessous des 30% d'utilisation. Donc, et avec ce type de carte de crédit, on augmente aussi plus rapidement sa note. Donc, non, je ne peux pas transférer mon historique français et avoir une bonne note américaine, mais j'ai quand même un avantage où American Express va me faciliter l'ouverture d'une carte de crédit American Express américaine qui mènera à travailler ma note. Les pièges et protection. Alors le piège, on en a parlé, maximiser les cartes. C'est-à-dire, je dépense 30%, je dis j'attends la fin du mois, ou alors, pire, je prends une carte de crédit, je dépense, je la rembourse pas. J'en prends une autre, je dépense, je la rembourse pas. Catastrophique. Là, où je maximise, je fais que le paiement minimum. Pareil, ça aura un impact fort sur votre taux d'utilisation. Négliger les paiements, ça on en a beaucoup parlé. Ne jamais oublier les paiements. Attention aussi aux solutions miracles. C'est vrai qu'on voit souvent en ligne ces pubs. Nettoyez votre crédit en 30 jours, en 60 jours. Attention, parce que ça peut parfois avoir malheureusement un mauvais impact sur votre crédit. Comme j'ai dit, le crédit, ça se construit dans le temps. Ça va prendre du temps. Et si malheureusement, on a fait une erreur, eh bien, ça va prendre du temps pour récupérer cette erreur. Alors après, vous pouvez toujours essayer, par exemple, admettons que vous avez oublié un paiement, parce que vous avez oublié que vous avez la date, etc. Enfin, ça arrive, ça peut arriver. Et bien à ce moment-là, n'hésitez pas tout de suite à appeler la compagnie, leur expliquer la situation, négocier avec eux. Ils n'acceptent pas tout le temps. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Ça dépendra de votre cas. Mais bon, la règle d'or, c'est vraiment de set up les automatiques paiements au moins le minimum. Vraiment, j'insiste. Et si on a le minimum, on est tranquille, il n'y a pas d'oubli de paiement. Et alors, ça peut avoir un impact sur l'utilisation, mais ça se rectifie beaucoup plus facilement que l'oubli de paiement. Ne pas surveiller, ça va de soi, ça a un impact énorme sur notre crédit. Ça, on en a parlé. Protégez votre carte, votre crédit score. Alors, un point important qu'il y a ici, dont on n'a pas encore parlé, c'est la fermeture des anciens comptes. Dans mon exemple tout à l'heure, ce que je vous ai dit, moi par exemple, j'ai ouvert une carte de crédit sécurisée. Est-ce que je l'ai fermée, cette carte de crédit sécurisée? La réponse, c'est non. Pourquoi? Eh bien parce que c'était ma première carte de crédit. 2017, c'est l'exemple, parce que c'est pour moi 2017. Eh bien, je l'ai gardée, je la garde, je l'ai toujours à l'heure actuelle. Est-ce que j'utilise? Non, bien sûr que non, je l'utilise pas. Mais par contre, j'ai laissé mon compte ouvert. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la moyenne de mes comptes crédits, cette carte a un énorme impact, puisque c'est la plus vieille. Si demain je fermais cette carte, eh bien la prochaine carte que j'ai ouverte, par exemple, dans mon cas en 2019, eh bien du coup, hop, cette carte-là ce serait la nouvelle base. Et donc mon historique serait réduit. Alors ici, on va me dire souvent, ok, très bien, Adrien, parfois, on upgrade de cartes de petit à petit, puis on tombe sur des cartes qui ont des frais, 70, 80 $ par an. C'est un montant. Est-ce que je dois garder ces cartes à ce niveau-là? La réponse, c'est non. Chaque compagnie de cartes de crédit va vous permettre de downgrade votre carte pour des cartes qui n'ont pas de fees, d'annual fees, qui vous permettent de garder l'ancienneté de votre ligne de crédit, mais
de ne plus avoir cet impact de 90, 100, peu importe le frais que vous payez par an. Donc, je ne ferme pas mes comptes, mais par contre, je downgrade ma carte pour ne pas avoir le fees à payer si je ne me sers plus de ma carte. Très important. Démarrer tôt. Ça aussi, c'est l'erreur. Moi, je suis arrivé aux États-Unis en 2013. Au début, je dis, oh non, c'est pas bon, moi, je suis un bon épargnant, je fais attention, je mets de l'argent de côté. Si un jour j'ai besoin de prouver ma situation, bah, ce sera facile pour moi. Je pourrais montrer mes bulletins de salaire, ma situation patrimoniale, et puis j'ai pas besoin de carte de crédit. Erreur. La première fois où je suis demandé un appartement, dans l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, et ben on m'a dit, bah, c'est bien, hein, bravo. Bah, du coup, cette épargne que vous avez mis de côté, ça va vous servir à payer les 3 mois de garantie qu'on vous demande. Ici, si j'avais commencé à travailler mon crédit score, bah, probablement, ce qui s'est passé sur le prochain appartement que j'ai loué, bah, j'ai eu à mettre que 1 mois de sécurité et pas 3. Donc démarrer le plus tôt possible. J'arrive aux États-Unis, je suis dans un nouveau système, eh bien, je commence à travailler mon crédit score, et ça me servira. Croyez-moi, peu importe, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour des téléphones, achat immobilier, changement d'appartement, ça vous servira. C'est vraiment le chiffre qui impacte votre futur financier ici aux États-Unis. Vérifier les rapports, diversifier, on en a parlé, utilisation moins de 30%, et également négocier les limites. C'est important lorsqu'on est client d'une compagnie. Peut-être qu'au début, elle vous octroyait une limite de crédit qui est basse parce que vous n'aviez pas d'historique, mais n'hésitez pas à renégocier vos limites, peut-être tous les ans, tous les 2 ans, une fois que vous faites le point sur votre crédit score avec ces compagnies, parce que le meilleur est votre score, le meilleur sont les limites, et le plus sont vos limites, le mieux c'est pour votre report. Alors ici, j'ai pris un exemple, parce qu'on me dit toujours, ok, bon, c'est bien d'avoir un bon crédit score, mais réellement, c'est quoi l'impact? Et bien, réellement, là, vous voyez, on a l'exemple de Catherine qui se demande quel est le coût d'un mauvais crédit en termes d'opportunité. Eh bien, on voit, si une personne avait, alors ici, prenait un crédit sur, on voit ici un prêt immobilier de 300 000 $ sur 30 ans, avec un mauvais score, 620, eh bien, dans cet exemple, elle aura un taux d'intérêt de 6,6%. Parce qu'en fait, si on fait d'ailleurs la situation actuelle avec la baisse des taux. Cette personne-là, par contre, une autre personne avec un excellent score, ici un taux de 5,62, on voit que ça fait une grosse différence dans la mensualité. Alors, les personnes vont me dire, ouais, Adrien, 1700, 1900, c'est une grosse différence, mais bon, finalement, sur le long terme, qu'est-ce que ça représente? Et on le voit ici, 75 000 $. Et 75 000 $, c'est énorme sur 30 ans. Et tout ça, quelle est la différence? Est-ce que c'est que la personne qui a le score de 800 a plus d'économies, etc.? Non, pas du tout. C'est simplement que cette personne-là a travaillé sur son score crédit depuis très longtemps. Elle a fait très attention, elle a eu une bonne note, et donc comme elle a ces bonnes notes, elle a les meilleures conditions. Versus 620, qui peut être le score d'une personne soit qui débute son crédit, parce qu'on vient de lui dire « Oh oui, mais il faut crédit score, vient de se lancer, bon, 620 », ou une personne qui n'a pas forcément fait attention et est retombée dans ses scores. Donc, vraiment, travailler son crédit score, c'est important, et ça a un impact, on le voit ici, important sur votre futur financier ici aux États-Unis. Là, c'est l'exemple d'un crédit immobilier, mais c'est pas quelque chose à laisser de côté. Donc, quelles habitudes? Eh bien suivre son budget, ça c'est important, bien voir faire sa balance sheet à la fin du mois, ou l'avoir en tête, connaître ses revenus, dépenses, avoir une épargne régulière, bien rembourser ses cartes de crédit tous les mois, les paiements automatiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Je rajouterais même ici, avoir une application qui vous permet de suivre en daily ce qui se passe avec votre crédit score. Bien activer les notifications. Et je ne travaille pas pour ces compagnies de crédit score, mais c'est important. Et faire un point annuel sur ses finances. Et dans ce point annuel, bien inclure, revoir les rapports
qui sont envoyés par les compagnies de cartes de crédit. Parfait, on arrive à la fin de la présentation. Je pense que c'est un bon brief, un bon début sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place. Si vous avez des questions de façon particulière, de façon individuelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, que ce soit par email. Là, vous avez mon QR code, vous pouvez mettre en place un rendez-vous, ce sera un plaisir. Chaque situation, on insiste là-dessus, c'était de l'information qui était générale aujourd'hui, chaque situation est peut-être différente. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le premier bilan patrimonial sera bien sûr offert, parce que vous avez l'effort de venir à notre conférence aujourd'hui, et je pourrai, s'il peut, répondre à toutes vos questions. Parfait. Alors, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Moi, je vais terminer par remercier Olivier pour nous avoir accompagnés dans l'organisation de cette conférence. Merci à tous qui sommes présents, qui soyez présents aujourd'hui, d'avoir assisté à notre conférence. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce sera un plaisir de revoir vos situations de façon individuelle pour répondre à toutes vos questions. Merci Adrien, cette présentation très intéressante. Et puis effectivement, je pense que c'est important de se pencher sur ce sujet qui a des petites subtilités différentes de la France. On l'a vu avec la présentation. Parfait, merci à tous et puis à très bientôt alors. Au revoir. Et à bientôt.